Voilà, je reviens là-dessus, donc, sur la définition donc, des éléments et des attributs. Alors, on a vu donc comment définir un élément, voilà, de manière classique. On a vu aussi comment définir un élément, un attribut de manière classique. Je pense qu'hier, en se quittant, on était en train de voir un petit peu les types en tout cas pour un attribut donné. On a vu à quoi ressemblait le type CDT. Donc, lorsqu'un attribut est déclaré de type CDT, donc on avait dit que c'est un attribut donc, qui pouvait contenir des chaînes de caractères. Et on a vu aussi que lorsqu'un attribut est déclaré de type ID ou qu'il est déclaré de type IDREF, c'est selon. Donc, ces valeurs sont uniques lorsqu'il est déclaré de type ID, son type. Et lorsqu'il est déclaré de type IDREF, il fait référence forcément à un attribut de type IDREF, à un attribut de type ID. Maintenant, on a vu aussi que la difficulté que nous avions, c'est que si le document, en tout cas, si le document, avant de parler de la difficulté, donc on considère que si le document ne contient qu'un seul attribut de type ID, alors tous les attributs de type IDREF vont forcément faire référence à l'attribut de type IDREF. Ça, c'est clair. À l'attribut de type, tous les attributs de type IDREF vont faire référence à l'attribut de type ID. Ça, c'est clair. Là, on n'a pas trop de difficultés là-dessus. Maintenant, le problème pourrait se poser lorsque vous avez dans le même document des attributs de type ID. C'est-à-dire vous n'en avez pas un, mais vous en avez plusieurs. J'ai dit, si vous avez plusieurs attributs de type ID, alors si vous avez à côté un ou des attributs de type IDREF, alors vous n'avez malheureusement pas la possibilité, lors de la définition de votre schéma, de préciser, comme on a l'habitude de faire en SQL, par exemple, en mettant qu'un attribut X est un foreign qui référencise et on met la table entre parenthèses, la colonne de la table à laquelle notre attribut fait référence. Ici, malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de le faire. Alors, c'est uniquement au niveau de l'instance qu'on pourrait régler le problème. C'est-à-dire, bon, maintenant, c'est selon, hein, parce que dans la littérature, vous verrez que des fois, on vous dit que lorsque vous commencez à instancier, par exemple, je suppose que vous avez notre document là. Lorsque vous avez, par exemple, deux attributs de type ID, par exemple, ici, on a un attribut de type ID, c'est identifiant, et on a un autre attribut de type ID qui est ID class. Des fois, on vous dit dans la littérature que, puisque vous ne pouvez pas régler le problème à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du schéma, il y a peut-être certains parseurs qui vous donnent la possibilité quand même, au niveau de l'instance, lorsque vous instanciez une valeur, la première valeur que vous aurez mise à l'intérieur du premier attribut de type IDREF, lit de manière automatique cet attribut-là, IDREF, de type IDREF, c'est-à-dire IDCL, qui est ici un attribut de type IDREF, à l'attribut de type ID qui a cette valeur. C'est-à-dire que s'il y a un attribut dans votre document qui est de type ID et dont la valeur, dont une parmi ces valeurs est égale à PPP, c'est par exemple ici l'attribut ID class, cela veut dire que IDCLRA, désormais, doit toujours faire référence à ID class. Donc, ça veut dire que donc, on a déplacé le problème pour ces parseurs-là. Mais nous, par exemple, avec Oxygène, ce n'est pas le cas parce que vous avez vu que, par exemple, parce que ce que j'étais en train de vous dire, si ça devait marcher ici, ça veut dire que si je dis que cet étudiant-là est inscrit dans la classe qui a pour identifiant PPP, alors, puisque je n'ai qu'une seule classe pour le moment, parce que je n'en ai pas deux, alors cet étudiant ne peut pas être inscrit dans une autre classe que une classe une autre classe que la classe PPP, ou en tout cas une parmi les classes qui seraient déclarées. Or, ici, quand je mets P20, en principe, ou P10, bon, ça ne pose pas de problème pour Oxygène, parce que simplement, Oxygène dit que cette valeur-là que j'ai mis à l'intérieur, l'essentiel est que c'est une valeur d'un attribut de type ID. Bon, ça, ce n'est pas vraiment très intéressant. Donc, voilà la contrainte, en tout cas, majeure que nous avons lorsque nous utilisons, n'est-ce pas, des attributs de type, en tout cas, lorsque nous utilisons les DTD pour pouvoir mettre en place un schéma. Donc, ce n'est pas aussi rigoureux, en tout cas, ce n'est pas aussi rigoureux que ce que nous avons l'habitude de voir ou ce que nous connaissons de manière classique avec les SGBD relationnels. Donc, ça, c'est la définition des attributs. Donc, lorsque l'attribut est de type CDT, vous connaissez maintenant. Lorsqu'il est de type ID, vous connaissez. Lorsqu'il est de type IDREF, vous connaissez. Maintenant, vos attributs aussi peuvent être des attributs, en tout cas, dont le type est
dont le type est entity. Bon, mais la plupart du temps, c'est des entités paramètres. Je donne juste un exemple. Je peux, par exemple, dans ce document-là, alors, dans ce document, je dis un étudiant, bon, je vais ajouter quelque chose peut-être, je vais dire un étudiant peut avoir un téléphone. D'accord? Alors, si je dis qu'un étudiant peut avoir un téléphone, alors je dois déclarer téléphone. Je mets ici point d'exclamation element. Voilà. Ensuite, je mets téléphone. Je dis, par exemple, téléphone. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Oui, ou bien je le déclare comme un attribut, c'est plus simple. Je dis un étudiant doit avoir un téléphone. Je le déclare comme ça. At list, c'est ça. Étudiant. Le nom de l'attribut, c'est téléphone. Et je dis, bon, je dis, les téléphones, je vous impose d'avoir des téléphones de marque soit Samsung, par exemple, ou bien iPhone, par exemple. Voilà. Je fais juste comme ça. Voilà, et je dis, c'est obligatoire. Même si on n'a pas encore, on n'y est pas encore. Voilà. Maintenant, je vais enlever cette affaire-là parce que je ne veux pas que ça soit. At least, donc, étudiant. Je l'ai bien écrit, non? At least, le nom de l'élément, téléphone, Samsung. Ah non, c'est ça, c'est ça que je voulais faire. Le type, c'est ça. Voilà. Donc, je dis ici, regardez, l'attribut téléphone, c'est un attribut de l'élément étudiant dont les valeurs possibles sont Samsung et iPhone. Attention, je vais revenir sur ça, parce que ça ne s'interprète pas de la même façon entre un attribut et un élément. Ça, c'est une déclaration. Maintenant, je pouvais faire aussi une autre déclaration, c'est-à-dire je pouvais définir une entité paramètre. Voilà, une entité paramètre, pour ne pas générer des erreurs sur mon code, je mets optionnel. Alors, je pouvais donc définir une entité paramètre. Bon, je vais le prendre directement ici. Là, je vais le mettre. Je dis ici la liste des marques qui sont autorisées direct. Je définis une entité directement pour ne pas perdre du temps. Voilà, ici, regardez, je définis une entité paramètre. Ça, vous avez l'habitude de, vous connaissez maintenant. Entité pourcentage, le nom de l'entité. Ça, c'est une entité paramètre, ce n'est pas une entité générale. Dont la valeur de substitution, c'est-à-dire liste marque remplace, marque Samsung, Apple, Jazz Recurrent. Cela veut dire que moi, si je veux, plutôt tout le temps, à chaque fois, en tout cas pour déclarer un élément, un téléphone, par exemple, pour déclarer un téléphone, je peux directement faire ça. C'est-à-dire, je peux désormais utiliser l'entité que je viens de faire. C'est-à-dire, si je prends ça, je le mets directement ici. Voilà. Là, je déclare un attribut téléphone. Bon, normalement, je dois dire étudiant ici, peut-être. Voilà. Je déclare un attribut étudiant. Bon, je dis TL. Comme ça. Voilà. At least, le nom de l'élément. C'est ça, étudiant. At least, le nom de l'élément. Et ensuite, je mets directement la valeur. Pourquoi on dirait qu'il ne l'accepte pas, cette forme d'écriture? Mais ce que j'étais en train, en tout cas, de vous expliquer, c'était... mais pourquoi tu fais comme ça? Entity. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que plutôt que d'écrire toujours ça, c'est-à-dire marque Samsung, filtre ou tube Apple Jazz Recurrent, je peux le remplacer directement par l'entité paramètre. C'est la raison pour laquelle on dit qu'un attribut peut être de type, un attribut peut être de type, par exemple, de type entity. Voilà. Maintenant, après, je vais voir pourquoi lui, il ne peut pas accepter cette écriture. Donc, vous avez donc un attribut qui peut être de type chaîne de caractères, les attributs qui peuvent être de type ID, des attributs qui peuvent être de type IDREF, entity, donc lorsque ça substitue
une chaîne de caractères ou en tout cas une valeur qui a un sens sur toutes les entités caractères. NM token, bon, à peu près c'est la même chose que CDate. La seule différence, c'est que ici, il n'y a pas d'espace. Quand vous dites qu'un attribut est de type NM token, ça veut dire que l'attribut, ses valeurs, c'est une chaîne de caractères collée. Voilà, une chaîne de caractères avec une combinaison de tout un ensemble de caractères que vous voulez, des chiffres, voilà, des caractères spéciaux, etc. Par contre, maintenant, si c'est NM tokens, parce que vous pouvez avoir NM token, mais NM tokens avec S, en ce moment-là, c'est plusieurs tokens. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que la valeur de l'attribut peut être, par exemple, je suis en train de, etc. Donc, une phrase, voilà, 2 mots, etc., mais séparés par des espaces. Donc, ça, c'est le type pour les attributs. Maintenant, pour les éléments, pour les attributs, on va rester sur les attributs. J'avais dit ici, regardez, j'avais dit ici que quand vous déclarez comme ça un attribut, vous êtes en train de dire que l'attribut ND qui est ici, de l'élément document, vous donnez, c'est-à-dire c'est un type énuméré. C'est-à-dire vous précisez dès le départ les valeurs que l'attribut peut prendre dans votre instance de document. C'est ce que j'ai mis ici, par exemple. Là, bon, si j'enlève les 2 derniers que j'ai ajoutés ici, voilà, ici, voilà. Là, j'ai dit un attribut téléphone pour l'élément étudiant. Ces valeurs possibles sont ça, Samsung ou bien iPhone. Cela veut dire que si un étudiant dispose d'un téléphone, donc je l'ajoute ici, dans l'instanciation, par exemple, je vais dire le deuxième étudiant, il a un téléphone, donc je dis téléphone égal, donc je ne récupère que la marque de son téléphone. Je ne peux pas mettre tout ce que je veux ici. Si je mets, par exemple, comme ça, ou bien je mets, c'est un truc, je ne sais pas moi, Huawei, voilà, je fais comme ça. Non, il me génère une erreur. Vous voyez? Il me génère ici une erreur. La valeur n'est pas acceptable. Voilà. Maintenant, par contre, si je mets cette valeur, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'erreur. Cela veut dire que téléphone là, ces valeurs sont connues d'avance. C'est soit ça, soit ça. Vous ne pouvez pas instancier un étudiant avec un téléphone qui a une marque qui est différente de Samsung ou de iPhone. Parce que vous avez déjà dicté, en tout cas, vous avez déjà fixé les valeurs possibles de l'attribut. Donc, il faut le voir comme ça. Maintenant je vais y venir, je vais y arriver finalement. Je saute, voilà, j'en arrive là. Ça, c'est les valeurs par défaut de vos attributs. Ça veut dire que si un attribut, on a dit c'est de type, on rajoute à la fin dièse recurrite, cela veut dire que l'attribut est obligatoire. Autrement dit, l'élément ne peut pas apparaître sans avoir à ses côtés l'attribut en question. Quand vous mettez @list, un nom d'élément, un nom d'attribut, le type de l'attribut, ensuite vous ajoutez dièse recurrite, cela veut dire que cet élément, à chaque fois qu'il apparaît, il doit apparaître avec son attribut, avec cet attribut-là. L'attribut est obligatoire pour l'élément. Voilà, l'attribut est toujours obligatoire pour l'élément. Par exemple, bon, pour vous donner un cas simple, en HTML par exemple, pour body, pour l'élément body, l'attribut, par exemple, pour l'élément body, l'attribut BG color n'est pas obligatoire. Parce que vous pouvez mettre en place votre corps de votre document HTML sans préciser la couleur. Il y a des valeurs par défaut. Donc là-bas, certainement, on n'a pas mis dièse recurrite. Mais par contre, si on avait dit dièse recurrite, vous ne pouvez pas avoir, mais pas du tout, un élément body sans que son attribut, par exemple, BG color ne soit avec. Donc, quand on met dièse recurrite, cela veut dire que l'attribut doit toujours apparaître à côté de l'élément qui le contient. Par contre, si on met dièse implied, cela veut dire que l'attribut est optionnel. L'élément peut apparaître avec l'attribut, l'élément peut ne pas apparaître avec l'attribut. Ça veut dire que si l'élément apparaît, des fois, il peut apparaître avec son attribut. C'est certainement ce qu'on a fait avec l'exemple que je vous ai donné tantôt avec le body. Mais si l'élément aussi apparaît, il peut apparaître avec son attribut. C'est ce qu'on a mis ici. Là, par exemple, mon attribut là, l'attribut téléphone, j'ai dit, il est implied, cela veut dire il est optionnel. Donc, cet étudiant, il n'a pas de téléphone, je ne l'ai pas mis. Pourtant, il n'y a pas d'erreur, ça marche. Par contre, cet étudiant, il a un téléphone, je le mets, il n'y a aucun problème. Par contre, si j'avais mis ici, à la place de dièse implied, si j'avais mis dièse recurrite, alors, erreur ici.
On va me dire qu'on attend un attribut téléphone pour cet étudiant-là, parce que c'est obligatoire. C'est moi qui l'ai dit. Vous voyez, l'attribut tel est requis et doit être spécifié pour le type d'élément étudiant. Voilà donc l'importance de jazz implied et jazz recurrent. Attention, l'obligation de mettre un élément et ou un attribut à l'intérieur d'un autre élément se fait de manière vraiment différente entre un attribut et un attribut. Vous vous rappelez, j'avais dit, par exemple, dans cette déclaration-là, tel que c'est mis, le nom est obligatoire, de même que le prénom pour l'élément étudiant. Les deux éléments sont obligatoires. Le nom est obligatoire, le prénom est obligatoire. Mais ici, on ne met pas de jazz implied devant nom ou jazz recurrent ou devant prénom. Il ne faut pas le faire. Les étudiants, ils ont l'habitude de mélanger ça. C'est-à-dire, quand on vous donne dans une description, on vous dit le nom est obligatoire pour un élément, il ne faut pas mettre point d'exclamation. Voilà, ensuite vous mettez, voilà, element étudiant, non, ensuite vous ajoutez jazz recurrent ou jazz implied ici. Ça, il ne faut jamais le faire. Ici, non, il ne faut jamais faire quelque chose qui ressemble à ça. Pour dire que le nom est obligatoire, il ne faut jamais le faire. Voilà, il ne faut jamais le faire. Le fait de ne pas mettre le joker point d'interrogation, ou le fait de ne pas mettre le joker étoile, déjà, impose que l'élément nom soit obligatoire pour tout élément étudiant. Donc, quand vous laissez comme ça, le nom est obligatoire. Mais quand vous voulez que ça soit optionnel, c'est-à-dire jazz implied, alors vous mettez point d'interrogation. Ça aussi, c'est jazz implied, mais bon, jazz implied au sens plus large, si vous voulez. Ça veut dire qu'il est optionnel, il peut ne pas apparaître quand je mets un étoile, mais lorsqu'il apparaît aussi, il peut apparaître plusieurs fois à l'intérieur d'un seul élément étudiant. Donc, ne confondez pas, n'est-ce pas, l'utilisation de jazz recurrent, jazz implied, c'est pour les attributs. Pour les noms, pour les prénoms, on utilise les jokers, soit point d'interrogation, soit le étoile, soit le plus. Voilà. Ou bien on ne met rien du tout, et lorsqu'on ne met rien du tout, c'est obligatoire. Oui, il y a quelqu'un qui veut la parole. Oui, genre, j'ai pas trop compris le point d'interrogation et l'étoile, et si on met rien du tout. Alors, si on ne met rien du tout, comme c'est le cas ici, là je n'ai rien mis, cela veut dire que le nom est obligatoire. Si je ne mets rien, c'est-à-dire si je ne mets ni point d'interrogation, ni étoile, ni plus, alors le nom est obligatoire. Maintenant, si je veux que le nom soit optionnel, c'est-à-dire qu'un étudiant peut ne pas avoir de nom, donc j'ai dit le nom est obligatoire. Regardez, pour cet étudiant, si je tente, je dis, je l'instancie quand même sans nom, donc je l'enlève, erreur. Vous voyez? Il y a une erreur, parce que le nom est obligatoire. On dit élément prénom non attendu, parce que simplement, j'avais mis ici, voilà, virgule, voilà, prénom. C'est surtout avec la séquence, hein, parce qu'on viendra après sur le titre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si je mets point d'interrogation comme ça, alors l'élément est optionnel. Et par conséquent, si j'enlève le nom de l'étudiant Fatou, il n'y a aucune erreur qui est générée. Le nom est optionnel. Mais aussi, si je le mets, il n'y a pas de problème parce qu'il est toujours optionnel. Maintenant, si je mets un étoile, c'est la même chose. Le nom est toujours optionnel. Ça veut dire qu'il peut apparaître comme il peut ne pas apparaître. Donc, je peux faire comme ça. Le nom-là peut disparaître, mais ça ne génère pas d'erreur. Mais aussi, le nom peut apparaître, peut réapparaître, il n'y a pas d'erreur. Parce qu'on a mis un étoile. Par contre, si j'avais mis ça, point d'interrogation, ce ne serait pas bon. Parce que ça, au maximum une fois. Vous voyez, erreur. Le premier nom est accepté, mais le deuxième ne peut pas arriver. Erreur. Si c'était en plus, ce serait bon, obligatoire, et peut-être répété plusieurs fois, aucune erreur. Par contre, puisque j'ai mis un plus, l'étudiant doit impérativement avoir un nom. Donc, si je fais comme ça, erreur. D'accord. Donc, le plus, c'est comme si on n'avait rien mis. Le plus? Non, c'est pas comme si on n'avait rien mis, c'est plus que comme si on n'avait rien mis. Le plus, cela veut dire que c'est comme si on n'avait rien mis, mais avec la possibilité de répéter l'élément plusieurs fois. D'accord. Voilà. Donc, je récapitule. Si on met rien, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Voilà, suivi de virgule.
surtout suivi de la virgule. C'est obligatoire. Après, parce qu'on va voir avec le type, oui. Maintenant, si on met un point d'interrogation, c'est-à-dire que c'est optionnel. Optionnel. Si on met un truc, comment on dit ça? L'étoile. L'étoile, voilà. C'est-à-dire que c'est optionnel, mais si on le met, on peut aussi le répéter. C'est ça. Voilà. Mais si on met le plus, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Voilà. On peut le répéter. Et aussi, on peut le répéter. Très bien. Tu as bien compris, Fabien. D'accord, merci. Voilà. Merci. Oui. Pour les DSTC là, ça sert quoi? Alors, je t'entends, Marc. Rapproche-toi de ton micro. Je dis en fait le DSTC data. Le PC data. Ouais. Oui, le PC data veut dire que l'élément nom, par exemple ici, est de type chaîne de caractères. Bon, est de type chaîne de caractères. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que c'est un élément simple. Par exemple, cet élément classe n'est pas un élément simple. Il est constitué d'un sous-élément non. C'est comme en programmation, si tu veux, pour faire simple, puisque tu es plus habitué peut-être à la programmation, c'est comme si le nom là, si c'était par exemple en programmation, tu mets, par exemple, je donne juste un exemple, char non. Voilà. Est-ce que tu vois? Ah ouais, c'est bon. Voilà. C'est une chaîne, c'est juste pour dire que l'élément est de type chaîne de caractères. Voilà. C'est un élément simple. Moi, je préfère dire c'est un élément simple. C'est bon? Ouais, c'est bon. Très bien. D'autres questions? Parfait. Maintenant, on peut aussi, voilà, pour un élément donné, même si ça ne se fait pratiquement pas, bon, sinon exceptionnellement peut-être, on peut, à la place de dièse recurrent ou dièse implied, à la fin dièse fixed, mais en mettant une valeur. Par exemple, ici, dans ce document, si vous voulez, vous pouviez par exemple mettre, pour un attribut donné, je donne juste un exemple comme ça, même si je ne le fais pas ici. Par exemple, vous mettez atList, classe. Pour l'ID class, c'est un attribut de l'élément classe. Il est de type ID. Bon, en général, de type CDT. Ensuite, dièse fixed. Ensuite, vous mettez la valeur. En ce moment-là, si vous instanciez un document qui serait normalement validé par ce schéma, ce document, ou bien ces documents instanciés auront toujours la valeur de cet attribut égale à la valeur que vous avez fixée au niveau du schéma. C'est-à-dire que c'est une constante. La valeur ne peut pas être modifiée. La valeur ne change jamais. C'est ça là, la signification de dièse fixed égale une valeur que vous aurez précisée par la suite. Donc ça, c'était les attributs. Maintenant, si on revient sur les éléments, on a vu les caractères. Bon, je vous ai dit, donc je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionne avec les séquences, donc la virgule. Donc, quand vous avez les éléments qui sont séparés par la virgule, ça veut dire que la séquence doit être respectée dans l'instance, sinon le document ne serait pas valide. Maintenant, avec le tube, si vous voulez, voilà, alors là, c'est une liste de choix. C'est une liste de choix. Alors, dans notre document, qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà, on peut dire, pour un étudiant, on va dire, un étudiant, il a un sexe, par exemple. Voilà. Et moi, je vais dire que les valeurs possibles pour sexe, par exemple ici, je vais dire, par exemple, bon, ici, ce n'est pas en réalité les valeurs, mais les sous-éléments. Je vais déclarer 2 sous-éléments pour l'élément sexe qui auront des valeurs voilà, qu'on pourrait préciser par la suite. Alors, en ce moment, je peux dire ici que, bon, je donne juste un exemple, hein, ce n'est pas très peut-être classique, mais je peux dire l'élément sexe là, je dis, je veux fixer ces valeurs possibles. Hein. Je mets point d'exclamation, element. Je dis, je veux lister ces valeurs, c'est ça. Je veux lister les valeurs, voilà. En ce moment, je dis, je le définis, l'élément, il est là. Et je dis, c'est soit un F, bien un M. C'est soit masculin ou féminin. Voilà.
D'accord. Et je ferme. Voilà, c'est correct. Alors, ça veut dire donc que cet élément-là doit avoir de manière optionnelle un F ou un M. Un sous-élément. Bon, je suis obligé de, par contre, de définir ce sous-élément-là. Bon, le plus simple, c'était d'en faire un attribut, mais puisque c'est un exemple, c'est pas grave. Je dis l'élément F est de type PCD2 et l'élément M, si vous voulez, masculin, est de type PCD2. Alors, en ce moment, quand vous mettez quand vous instanciez un étudiant, il doit avoir un élément sexe à l'intérieur. Donc, en ce moment-là, vous mettez ici X, voilà, et vous mettez à l'intérieur quelque chose, un sous-élément. Mais ici, il ne faut pas mettre F ici ou M pour dire que j'ai trouvé. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il ne faut pas mettre F ou M. Ce n'est pas la valeur de l'élément. Mais c'est un sous-élément parmi les éléments possibles de l'élément. Donc, l'élément sexe peut avoir comme sous-élément l'élément F, voilà, vous voyez, ou bien l'élément M. C'est ça qu'on vous dit. Et vous mettez la valeur, bon, malheureusement, voilà, je suis obligé, l'exemple n'est pas très correct, n'est pas en tout cas très adéquat, mais l'essentiel est que vous comprenez. Donc, vous pouvez mettre donc à l'intérieur soit un F, soit un M. Maintenant, F étant une chaîne de caractères, vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. M étant une chaîne de caractères, vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Ce que vous ne pouvez pas mettre, c'est par exemple autre chose qu'un sous-élément F ou un sous-élément M. Voilà. Ici, vous pouvez mettre F, comme vous pouvez mettre M, ça marche. Mais si vous mettez, par exemple, non, attention, non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas mettre non. Voilà, parce que le sous-élément là, la liste est déjà prédéfinie. Donc, vous ne pouvez que, n'est-ce pas, utiliser les sous-éléments de cet élément pour pouvoir travailler. Voilà donc pour la liste de choix. Donc, quand vous dites qu'un élément est un élément complexe qui est constitué exclusivement de F ou de M, ou en tout cas de deux sous-éléments, lors de l'instanciation, c'est l'un ou l'autre. Et ça ne peut pas être les deux à la fois aussi. Avant de donner la parole à celui qui voulait la prendre, vous ne pouvez pas aussi mettre les deux à la fois. Par exemple, je ne peux pas mettre ici, voilà, j'ai dit M, donc je mets M, voilà, ça c'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Donc c'est soit F, le sous-élément F, ou bien le sous-élément M. Oui? Ouais, c'est bon, en fait. C'était ça? C'est ça, ouais. Voilà. Donc, quand vous avez le filtre, contrairement à la virgule, ici, l'élément là, ces sous-éléments sont exclusifs. Cela veut dire que si l'élément apparaît, il apparaît soit avec ce sous-élément ou bien avec l'autre sous-élément. Donc, il apparaît soit avec son M ou bien avec son F, mais pas les deux à la fois. Et il ne peut pas apparaître avec autre chose que les deux là. Mais vous pouvez en avoir 4, 5, 6, c'est selon. Voilà, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc, si vous regardez très bien, on a l'impression que ça se fait de la même façon entre l'élément et l'attribut, parce que vous voyez, mais la différence est que si c'est le cube là, si c'est pour un attribut, alors on est en train de dire que les valeurs des attributs sont ça ou ça. C'est la valeur. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la valeur attribut téléphone, vous avez Samsung ou bien vous avez iPhone. Par contre, si c'est un élément, il ne faut pas considérer que c'est l'élément sexe a pour valeur. Comme par exemple, vous venez ici, au lieu de mettre un sous-élément, vous mettez une valeur. Et vous mettez la valeur F ou M. Non. L'élément F a comme sous-élément possible le sous-élément F ou le sous-élément M. Ce n'est pas l'élément sexe a pour valeur F ou M. Non. Tel que c'est écrit ici, c'est l'élément sexe a comme sous-élément possible l'élément F ou l'élément M. Et les deux sont exclusifs. Par contre, pour l'attribut, cela veut dire que l'attribut tel aura comme valeur Samsung ou iPhone. Pas les deux à la fois, c'est clair. Mais vous ne pouvez pas mettre une valeur autre que les valeurs Samsung ou la valeur iPhone.
Très bien. Maintenant, si vous avez compris, oui, allez-y. Alors, monsieur, Oui, Monsieur, comment un à un, vous pouvez allez-y. revenir, vous pouvez revenir sur Oui. l'oxygène, voilà. Comment rendre le sous-élément sexe de l'élément étudiant optionnel? Comment le rendre optionnel? Oui. C'est ici. Point d'interrogation. Il est optionnel. Ok. En ce moment, si je ne donne pas un élément à un étudiant, l'élément sexe, il n'y a pas d'erreur. D'accord, d'accord. Merci. Par contre, si j'enlève le point d'interrogation et que j'enlève l'élément sexe ici, ce n'est plus optionnel, c'est obligatoire, il va générer une erreur. Voilà. On est d'accord? Merci. OK. Oui, l'autre? alors, Oui? monsieur, si je comprends bien, pour un élément, on ne peut pas spécifier la valeur. Pour un élément, on ne peut pas spécifier la valeur qu'il a dit. Par exemple, vous avez mis au niveau de l'étudiant téléphone, Oui, Atlas là, oui, vous avez mis là-bas Samsung ou bien iPhone. oui. Et vous avez dit si on n'est pas considéré que c'est la même chose que le sexe, quoi. Oui. Je voulais savoir si on ne peut pas spécifier ici, par exemple, le sexe, on met femme, homme directement, comme au niveau des téléphones, on a fait. Non, non, non. Ici, vous ne pouvez pas le faire. Dans cette écriture-là, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, par exemple, c'est pour cela que je dis, l'idéal, peut-être, ce serait de faire ça. L'idéal, peut-être, ce serait de venir. Bon, là, vous ne m'avez rien dit, mais je devais rigoureusement. J'espère que d'ici la semaine prochaine, si je commets cette erreur, en tout cas en termes de forme, vous allez me le dire. Donc, rigoureusement, vous devriez avoir ça. Voilà, et on fait disparaître. Parce qu'ils appartiennent tous au même élément. Donc, un élément avec l'ensemble de ses attributs. Maintenant, j'étais en train de dire l'élément sexe là. Si vous vouliez que ces valeurs, que ça soit valeur vraiment, alors vous pouvez l'ajouter ici comme attribut. Vous mettez attribut sexe et vous dites les valeurs possibles de l'attribut sexe sont soit M ou bien F. Voilà. Mais d'accord. Et c'est par exemple dièse implied, par exemple. Voilà, en ce moment, j'enlève tout ça. Voilà. L'instance n'est plus valide parce qu'il n'y a plus d'élément sexe. Il faut l'enlever. Voilà, tout est correct. D'accord? Maintenant, vous voyez que l'élément sexe là est un attribut. Il n'est plus un élément. Donc, pour un étudiant, si je veux préciser son sexe, je mets ici sexe égale. Et là, je mets directement la valeur. Vous voyez, ici même, le logiciel, il me dit qu'il faut mettre F ou M. Voilà, j'ai le choix, je mets F ou M. Fatou Diop, et voilà, féminin, je mets F et c'est correct. C'est bon? Oui, monsieur, ça va. Très bien. Alors, donc, les jokers, c'est bon. J'ai fait beaucoup d'allers-retours sur ces diapos. Alors, maintenant, on continue sur les éléments, mais bon, je suis presque certain que ça, vous maîtrisez avec tout ce qu'on a dit. Donc, ça, on l'a déjà dit, hein, toutes ces choses-là. Un élément, donc, simple, c'est un élément de type dièse PC-Data. Voilà, il y a Hassan qui demandait. Donc, dièse PC-Data, cela veut dire que les données sont constituées par un flot de caractères. C'est tout. Alors, vous pouvez aussi retrouver des éléments dits éléments mixtes ou éléments complexes. Et un élément complexe mixte, c'est-à-dire que c'est un élément qui peut regrouper du n'importe quoi en son sein. Voilà. Par exemple, ici, vous avez un élément qui s'appelle mix, qui peut être constitué que de chaînes de caractères, qui peut être constitué que d'un sous-élément qui s'appelle val1 ou d'un autre sous-élément qui s'appelle val2. Maintenant, ça c'est un peu difficile. Oui, on va essayer de le voir. Maintenant, regardez, je vais revenir sur l'oxygène. Alors,
Les jokers plus et étoiles, on a dit qu'il faut placer devant un élément, on connaît le rôle. Devant un élément. Maintenant, si le joker est placé sur un élément complexe, mais à l'extérieur, par exemple ici. Par exemple, si je mets ici un plus, ou je mets un étoile. La signification de ça, c'est quoi? Cela veut dire que mon élément là, bon, je vais utiliser l'autre fichier, voilà. Je vais utiliser la DTD externe, on laisse l'autre, après je vais lier. Par exemple, si je dis ça, on a ça. Là, j'avais dit hier que si vous écrivez comme ça, cela veut dire que dans votre base de données qui va constituer ou votre technologie que vous allez mettre en place, qui aura comme élément racine ma base, vous ne pouvez avoir qu'un seul étudiant suivi d'une seule classe. Ça veut dire que si vous instanciez un étudiant suivi d'une classe, votre base de données, elle est pleine. Elle ne peut plus recueillir aucune autre information. Si vous laissez comme ça. Ça, je pense que vous avez très bien compris le pourquoi. Parce qu'un élément étudiant, on a dit ici, on n'a pas mis un étoile, on n'a pas mis un plus. Pour classe aussi, on n'a pas mis d'étoile, on n'a pas mis de plus. Cela veut dire que ma base, il a un sous-élément étudiant plus un sous-élément classe et dans l'ordre spécifié. Et une fois que vous instanciez un étudiant plus une classe dans ma base, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien ajouter, c'est fini. Vous avez atteint le maximum. Le maximum, vous avez atteint le maximum. Alors maintenant, si je mets un plus ici, ou un étoile à l'extérieur, ici, la conséquence c'est quoi? Cela veut dire que l'élément ma base est constitué d'un couple d'éléments étudiants et classe qui peut être répété une ou plusieurs fois. Je répète, si je dis que l'élément ma base, entre parenthèses, je mets étudiant, virgule, classe, j'insiste sur la virgule, cela veut dire que j'ai un couple d'éléments étudiant-classe qui peut être répété une infinité de fois dans ma base de données ou dans ma technologie que je suis en train de mettre en place. Et donc, je n'ai plus la contrainte juste avant qui faisait que je ne peux avoir qu'un seul élément étudiant plus un seul élément classe. Non, avec le plus, je peux avoir un couple d'éléments étudiant, classe, étudiant, classe, étudiant, classe. Et je peux en avoir une infinité de fois. Si c'était un étoile, c'est la même chose que le plus que je viens de dire, mais la seule différence, c'est que la base de données peut être vide. C'est-à-dire que vous acceptez au départ que la base de données n'a aucune information, mais maintenant, progressivement, vos applications vont l'alimenter. Ça, c'est l'étoile. Mais maintenant, le plus, attention, si vous le faites, au moment de l'instanciation, c'est-à-dire au moment de lier votre instance à votre base, il faut vous assurer que vous avez au moins un étudiant plus une classe si vous aviez mis un plus. Sinon, à la première exécution, vous aurez une erreur. Mais bon, dès que vous instanciez le premier étudiant plus la première classe, automatiquement, votre base de données elle est correcte. Maintenant, vous pouvez continuer à instancier indéfiniment vos différents éléments. Est-ce que vous avez compris ça? Très bien. Alors, donc ça, c'est lorsque le joker est placé à l'extérieur des parenthèses. Et donc, par exemple, moi, si ce document-là devrait être lié, disons, oui, pourquoi pas, ou bien, je peux aussi, hein, je vais ouvrir un nouveau document, voilà, comme ça, ça va nous aider nous tous, document XML, je vais en créer un. Et j'en ai pas encore créé, non? Voilà, c'est l'instance que je vais prendre, ça. Ça, je l'amène ici. Et maintenant, je vais lier ce document avec
notre test.dtd qui était là, si vous vous rappelez hier, test1.dtd, qu'on avait créé ensemble hier, pour que ça soit une DTD externe. OK, je valide. Parfait. Bon, là, il dit que le document n'est pas valide par rapport à test1.dtd, parce que certainement, on a ajouté beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, hier, on a ajouté beaucoup de choses. C'est ce document-là. Alors, j'ai ajouté l'élément sexe, etc. Donc, ça, je vais les enlever. Ici, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait pas, on avait que classe et étudiant. Donc, j'enlève tout ça. Je pense que c'était ça. Pas toujours correct. Pourquoi? Alors, parce que étudiant, c'est étudiant, virgule, classe. Et voilà, étudiant et nom et prénom. Étudiant, virgule, classe. C'est normal. Alors, très bien. Alors, en principe, donc, si je fais comme ça, CTRL X, c'est pas l'erreur. L'attribut identifiant est requis. OK, je l'ai enlevé. Donc, il faut mettre l'attribut identifiant. Parce que certainement, alors, je mets P50, voilà, identifiant, Non. Ah oui, merci, merci vraiment Hassan, je pense que c'est Hassan, hein? Merci Hassan, alors. Oui. Par contre, classe n'avait pas ça, il avait juste ID classe, donc je vais enlever ça. Et je pense qu'il y avait ici juste ID classe. ID classe venait en première. C'était venu en premier, hein? D'accord, je vais l'ajouter alors. 10. Là, certainement, il me génère cette erreur, CTRL X. Voilà. Maintenant, l'instance est valide par rapport à la DTD externe test1.dtd. On peut enregistrer. Ça, on l'appelle test externe. Test, je l'appelle test 2. Attention. Il s'est appelé text.xml. C'est pas grave. Alors, donc, j'ai dit, si je reviens sur ça, ici, cela veut dire que j'ai un élément étudiant plus classe et le couple peut être répété plusieurs fois pour toute instance qui serait validée par ce schéma. Donc, si je reviens sur ce document-là qui est validé par ce schéma, donc j'ai étudiant suivi de classe. Donc, ici, c'est bon. Attention. CTRL Z. Voilà. J'ai étudiant qui est suivi de classe, donc c'est correct. Donc, si je veux, je peux répéter ce couple-là. CTRL C. Je colle étudiant classe. Voilà. Bon, ici, certainement, on n'avait pas mis le truc. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Fal, voilà. Moussa. Voilà. Classe, etc. Vous voyez, ça marche. Par contre, si j'enlève, par exemple, si je fais comme ça, erreur. Vous voyez, parce que j'ai un élément étudiant qui est suivi d'une classe. Et là, je vois un élément classe direct. Donc, je vois deux classes qui se succèdent. Ce n'est pas possible parce qu'on avait dit c'est étudiant, classe, couple étudiant, classe. Par contre, si vous voulez que ça là soit accepté, qui va me donner la solution? Si je veux que ça, cette écriture-là, que je puisse maintenir ça et que ça soit quand même correct. Quelle modification, par exemple, on pourrait apporter au niveau du schéma là, de ce schéma, pour que cette instance-là soit toujours valable? On peut faire étudiant. On remplace le plus par le fois. On remplace le plus ici par le fois. Oui. Non, ce n'est pas la bonne solution. Ça, ce n'est pas la bonne. On met étoile au niveau de l'étudiant. On met étoile au niveau de l'étudiant. Si vous mettez étoile ici au niveau de l'étudiant, c'est quoi la conséquence? Cela veut dire que il va se répéter plusieurs fois. Ça veut dire que vous pouvez avoir 0 ou plusieurs étudiants.
Ça veut dire que vous pouvez avoir... Point d'interrogation au niveau de étudiant. Oui, point d'interrogation ou étoile. Ici, je pense que c'est à peu près la même chose, ça va marcher, hein, je crois. Regardez, parce que simplement, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, dans ma base, vous avez ce couple-là qui peut se répéter plusieurs fois, le couple. Or, ce couple, c'est quoi? Étudiant, classe, ou pas du tout étudiant, mais classe. Donc, si vous avez étudiant classe, c'est bon. Suivi de étudiant classe, c'est bon. Si vous avez étudiant classe, suivi de classe, c'est bon, parce que étudiant n'est pas obligatoire. Si vous avez classe tout court, suivi de classe aussi, c'est bon. Regardez, j'ai l'habitude de dire, vous pouvez considérer que c'est une boucle for qui dit for i allant de 1, puisque ici c'est un plus. For i allant de 1 jusqu'à l'infini. Alors, vous pouvez instancier le couple-là autant de fois que vous voulez. Or, le couple-là, c'est quoi? 0 étudiants, 0 ou plusieurs étudiants suivis d'une classe. Donc, si vous avez classe jusqu'à la fin, ça veut dire que si votre base de données ne contient que des classes, elle serait correcte par rapport à ce schéma que nous avons devant nous. Si votre base de données contient que des étudiants, elle ne serait pas correcte parce que la classe est obligatoire, il n'y a rien ici devant. Si votre base de données contient le couple étudiant suivi de classe, étudiant suivi de classe, étudiant suivi de classe, une infinité de fois, elle serait correcte. Si votre base de données contient étudiant, classe, étudiant, ensuite classe, étudiant, etc., ce serait correct. Mais par contre, je ne sais pas, je regarde. Si ça contient étudiant, classe, ensuite classe, ce serait correct aussi. Ce serait correct? Voilà. Donc, ici, ça va être compliqué de trouver quelque chose. En tout cas, en dehors du fait que vous ne pouvez pas avoir, disons, en tout cas, la contrainte qu'il y avait sur le couple rigoureux étudiant-classe a sauté. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec des étudiants-classe qui peuvent être répétés plusieurs fois. Mais les classes peuvent se suivre parce que à chaque fois que je reprends la boucle avec le plus, c'est-à-dire quand je rentre encore dans la boucle, je peux choisir de ne pas mettre un étudiant, mais de mettre une classe. C'est ce qui justifie le fait que si vous mettez une infinité de classes qui se succèdent, ce serait bon. Par contre, vous avez aussi la possibilité de mettre une infinité d'étudiants avant de mettre classe. Mais un étudiant ne peut jamais terminer votre base de données. Un élément étudiant ne peut jamais terminer votre base de données. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut faire un exemple. Ici, donc, on a dit, pour que ça soit correct, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que si on met un étoile ici, ce serait bon. C'est ce qu'on a dit, non? Ou bien ce n'est pas ce qu'on avait dit? Si. On a dit, si on met un étoile, cela veut dire que ma base peut avoir, dans un premier temps, étudiant classe, mais dans un second temps, il peut avoir classe seulement. Oui. Donc, normalement, ce qu'on a écrit ici, elle est correcte. Mais pourquoi il le souligne? Ah, je n'avais pas enregistré. C'est bon. On est d'accord? Donc, validation correcte. Ici, c'est bien validé. Donc, j'ai dit par contre, voilà, vous pouvez répéter le couple autant de fois que vous voulez, mais si je prends par exemple ça, j'ai dit que la base ne peut pas se terminer par un étudiant. Ce n'est pas possible. J'enregistre. D'après ce que j'ai compris, vous voyez, il génère une erreur. Pourquoi? Parce que simplement, regardez, c'est incomplet pour la bonne et simple raison que à chaque fois que je reprends la boucle, il vérifie est-ce que j'ai 0 étudiant, 0 ou plusieurs étudiants suivis d'une classe. Or ici, pour la première boucle, j'ai un étudiant suivi d'une classe, c'est bon. La deuxième boucle, j'ai 0 étudiant suivi de classe, c'est bon. La troisième boucle, j'ai un étudiant qui n'est pas suivi de classe. Ce n'est pas bon, donc il génère une erreur. Pour que ça soit correct, il faut mettre une classe. Si j'ajoute une classe et que j'enregistre, ça va marcher. Ouais? Je peux mettre autant de classes que je veux. Voilà, ça va marcher. Je peux aussi, ici par exemple, je peux faire succéder plusieurs étudiants aussi, ça va marcher. Voilà, parce qu'on a mis étudiant étoile. Par contre, je pense que c'est Fat Bintou qui disait, c'est ça la différence avec l'étoile. Si vous mettez ça,
Cela veut dire qu'à chaque tour de boucle, on vérifie est-ce que vous avez de manière optionnelle un étudiant suivi d'une classe. Si vous avez un étudiant suivi d'une classe, c'est bon. Mais par contre, des étudiants ne peuvent pas se succéder. Parce qu'à chaque fois qu'on doit faire un tour de boucle, il va voir est-ce que j'ai 0 ou un étudiant suivi d'une classe. Donc ici, il va se dire, je vais enregistrer, il va se dire, est-ce que j'ai 0 ou un étudiant suivi d'une classe ici? Oui. Est-ce que j'ai 0 ou un étudiant suivi d'une classe ici? Oui. 0 ou un étudiant suivi d'une classe. Est-ce que j'ai 0 ou un étudiant suivi d'une classe? Ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est faux, hein? Ce n'est pas valide ça. D'après ce que j'ai dit. Hein? Vous n'avez voilà, pas enregistré le exactement, c'était ça. Merci beaucoup. Donc, ici, ce n'est pas bon. C'est parce que je dois avoir 0 ou un étudiant suivi d'une classe. Alors, ici, il faut que cet étudiant-là saute pour que ça fonctionne. Maintenant, mon tour de boucle là, donc j'ai 0 ou un étudiant suivi d'une classe. Maintenant, c'est bon. Ici, j'ai 0 étudiant, classe. Ensuite, encore un autre tour de boucle, 0 étudiant, classe. Donc, c'est comme ça que votre parseur fait pour s'assurer que l'instance est correcte par rapport à la DTD qui doit la valider. Donc, quand le joker est placé à l'extérieur, faites très attention. L'interprétation est plus difficile. Mais si vous vous dites que c'est ça appliqué au joker, vous pouvez vous sauver. Maintenant, il faut savoir interpréter ce qu'il y a à l'intérieur et à chaque fois, vous appliquez le joker pour dire est-ce que la condition est toujours vraie. Allez-y. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole? Ou bien c'est bon? Oui, je voulais demander. Oui, allez-y. En fait, je voulais demander sur l'autre page, vous avez plusieurs classes qui se succèdent. Oui. Est-ce que c'est normal? Regarde, je vais répondre à partir d'ici. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, pour un élément à ma base, vous avez le couple là qui peut se répéter une ou plusieurs fois. C'est un plus à l'extérieur. On est d'accord? Maintenant, c'est quoi le couple là se répète une ou plusieurs fois? Cela veut dire que la première fois que je vais faire un tour, j'ai le choix de mettre un étudiant, parce que étudiant est optionnel, mais suivi obligatoirement d'une classe. Donc, si j'ai étudiant en classe, c'est correct. On est d'accord? Oui. Maintenant, si pour un autre tour de boucle, si optionnellement étudiant, donc si je veux, je ne prends pas un étudiant, mais je peux prendre une classe directement. C'est-à-dire l'étudiant n'est pas obligatoire au tour de boucle suivant. Donc, par rapport au tour de boucle que j'avais effectué la première fois, où j'avais étudiant suivi de classe, le deuxième tour de boucle, l'étudiant étant optionnel, je l'ai sauté, j'ai mis classe, donc tu vois que 2 classes se sont succédées. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça qui te permet de valider le fait que ça, c'est correct. Parce que si on n'avait pas fait ça, ce n'est pas bon. Voilà, parce que la preuve, il suffit juste d'enlever le point d'interrogation qui est ici, d'enregistrer et de revenir ici pour se rendre compte que la classe là que j'ai sélectionnée, il va générer une erreur dessus si j'enregistre. Il va générer une erreur. Voilà, vous voyez, ça n'est pas possible. Parce que simplement, un étudiant n'est pas optionnel, il est obligatoire. Donc, quand vous avez le couple étudiant-classe, il faut recommencer le couple étudiant-classe. C'est ce que veut la loi qui a été définie ici. Et maintenant, si je remets mon point d'interrogation et que je revienne là-dessus, la loi a changé, il s'est adapté et maintenant, tout est correct. D'accord. C'est bon? Très bien. Alors, donc ça c'est lorsque vous avez placé un joker plus étoile à l'extérieur d'un couple. Bon, j'ai mis couple là, mais ça peut être un triplé, un quadruplé, etc. Maintenant, regardez les gars, si je mets à la place de cette affaire-là, de la virgule, si je mets le tube, s'il n'y avait pas de plus ici, s'il n'y avait pas de plus, vous convenez avec moi que la conséquence, c'est que ma base doit contenir exclusivement un étudiant ou une classe. Et dès que la base donnée contient un étudiant, elle est pleine.
elle ne peut plus contenir d'informations. Donc, faites très attention quand vous définissez. Ou lorsque la base de données contient une classe, elle est pleine, elle ne peut plus rien contenir. C'est ça la conséquence de l'écriture que je vous ai proposée. Dans ce cas, ce document ne serait plus valable parce qu'on m'a dit que la base de données, écoutez, ne peut contenir qu'une classe suivie d'un étudiant. Donc, il faudra supprimer tout ça pour que votre base de données soit correcte parce que votre base de données ne peut contenir qu'une seule information, soit classe, soit étudiant pour être correcte. Maintenant, la base, elle est correcte. Je reviens sur ça. Maintenant, quand je fais un plus ici, avec l'explication que je vous ai donnée avec la séquence, qui peut me dire ici la conséquence? Qu'est-ce que cela veut dire ici? Quelqu'un qui a compris? On peut avoir étudiants seulement dans la base de données ou bien classe seulement. On peut avoir cette fois-ci plusieurs étudiants, mais vraiment plusieurs, mais aucune classe, ou bien des classes et que des classes, mais aucun étudiant, c'est ça? Oui. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Bon, qui ne dit rien consent. Pour les autres qui ne sont pas d'accord. C'est bon, monsieur, je crois. OK. Genre, on peut avoir plusieurs étudiants ou bien plusieurs classes. Réfléchissez encore. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Moi, je pense que soit c'est étudiant, soit c'est classe. En fait, c'est soit un étudiant peut avoir plusieurs classes et un classe. En fait, c'est un truc de genre. Genre, Soit c'est étudiant, on aura soit étudiant, soit classe. Soit des étudiants, soit des classes. Oui. C'est ça ta proposition. Oui, c'est ça. Je pense que ça rejoint la première. Oui? On a soit une succession d'étudiants, soit ou bien une succession de classes. Exclusivement, par contre. Hein? Ça veut dire que soit c'est des étudiants uniquement ou bien des classes seulement. Effectivement, oui. OK. Donc, Monsieur, mais ce n'est pas ça. Oui? monsieur, Oui? moi, je pense qu'à chaque boucle, à chaque tour de boucle, on aura l'occasion de choisir si c'est une classe. Voilà. Bravo. Étudiant. Bravo. Non, c'est ça. Bravo. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour cela que j'ai parlé de boucle tantôt. Ça veut dire qu'à chaque tour de boucle, vous avez le choix entre étudiants ou classes. Ce n'est pas la même chose que ce que les premiers ont dit. À chaque tour de boucle, vous avez le choix entre un étudiant ou une classe. Et par conséquent, vos éléments peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Donc, dans la base, vous pouvez avoir étudiants suivis de classes, suivis de classes, suivis d'étudiants, suivis d'étudiants, suivis de classes, suivis d'étudiants, des étudiants qui se succèdent, des classes qui se succèdent, après un étudiant, après des classes, après des étudiants. Vous pouvez en avoir autant de fois que vous voulez et dans n'importe quel ordre. C'est ça la conséquence. Qui n'a pas compris ça? Parce que simplement, à chaque fois qu'on doit faire un tour de boucle, on choisit entre étudiants ou classe. À chaque fois le nouveau tour de boucle, un étudiant et une classe. Et donc, ici, vous allez avoir vraiment des difficultés, en tout cas, ne serait-ce que par rapport à ce niveau-là, à trouver un document qui serait invalide par rapport à ce schéma. Ça, c'est étudiants et classes peuvent apparaître dans n'importe quel ordre et autant de fois que vous voulez à l'intérieur de votre élément base. Donc ici, ce document serait forcément valable. Autant de fois que vous voulez. Voilà. Et dans n'importe quel ordre. Ici, il n'y a plus d'ordre. Vous voyez, il y a un étudiant suivi d'une classe, suivi d'un étudiant. Je vais faire succéder des étudiants. Suivi d'étudiants. Suivi de classe. Ça veut dire que, voilà, vous pouvez faire autant, voilà, tout un ensemble de gymnastique possible. Le document serait, l'instance serait toujours valable, en tout cas, pour le premier élément, tel que c'est défini. Donc, lorsque le joker est placé ici, le choix, ce n'est plus, il ne faut plus dire, comme on vous avait dit tantôt, que on a soit que des étudiants ou des classes. Non, 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 non. Et l'autre chose aussi, c'est, bon, si c'était un cours de maths, je pense qu'on va vous dire que
cette affaire-là, le plus que vous avez ici, n'est pas distributive. Autrement dit, cette écriture n'est pas équivalente à celle-là que je vais vous présenter ici. Cette écriture n'est pas équivalente à celle-là. Ça, c'est pas équivalent. Là, il génère un truc parce que je ne peux pas déclarer ma base 2 fois. Mais c'est juste pour vous expliquer que cette ligne n'est pas équivalente à celle-là. Cette ligne veut dire que l'élément base contient des étudiants et des classes qui peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Par contre, cette ligne veut dire du moins que l'élément base contient exclusivement, cette fois-ci, des étudiants ou des classes. Donc, ce que vous venez de dire tantôt, ça s'applique à ça. Si on avait défini la première ligne comme ça, cela voudrait dire que votre base donnée, ma base là, va contenir soit des étudiants, mais uniquement des étudiants et une infinité d'étudiants, ou bien exclusivement des classes, une classe ou plusieurs classes. Donc, il ne faut pas distribuer. On est d'accord? Donc, ce que vous venez de dire tantôt, ça s'applique, c'est pour ça. Mais c'est pas pour ça. Oui? Je disais oui, on est d'accord. Voilà, parfait. Donc, maintenant, avec vraiment ça, maintenant, vous avez la possibilité de mettre toutes les règles que vous voulez à l'intérieur de votre schéma. Et ces règles devraient être respectées par une instance pour être correctes. Donc, vous pouvez vous imaginer votre modèle avec vos éléments. Pour chaque élément, vous pouvez définir si c'est simple, si c'est complexe. Quand c'est complexe, il a des sous-éléments, l'ordre dans lequel les sous-éléments devraient apparaître, ou bien il n'y a pas d'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, donc vous avez maintenant la réponse, elle est là. S'il n'y a pas d'ordre, ou bien s'il faut choisir, si c'est optionnel, certains éléments obligatoires, etc., etc. Vous en avez mais une pléthore, en tout cas sur la base de ce qu'on a déjà fait comme ça, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de faire, en tout cas, de définir vous-même votre propre schéma avec toutes les règles que vous voulez que votre schéma, ou bien que les instances qui vont utiliser votre schéma vérifient. Voilà, donc, c'est pour cela ici, donc l'élément mix là, que je vous ai montré tantôt, j'étais sorti pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, cet élément mix, donc, tel que c'est écrit comme ça, vous êtes d'accord avec moi que cela veut dire que c'est un élément qui peut contenir 0 ou plusieurs combinaisons de ces éléments. Donc, ça veut dire que c'est un élément qui, lorsqu'on l'instancie, peut contenir une chaîne de caractères, peut contenir dans la même instantiation val 1, peut contenir dans la même instantiation val 2, ou bien un mélange de ces trois-là dans n'importe quel ordre. Donc, quand j'instancie un mix, comme tantôt, par exemple, dans base, quand j'ai instancié base, j'ai mis étudiant, classe. Ensuite, classe, étudiant, classe, classe. Ça veut dire que ici, mix peut contenir chaîne de caractères, val 1, val 2, ou bien val 1, chaîne de caractères, val 2. Parce qu'à chaque tour de boucle, vous avez le choix entre les trois éléments. À chaque tour de boucle, vous avez le choix entre les trois éléments. Donc, c'est ça qui fait qu'on dit que cet élément, il est mix. Il est mix. Donc, il peut contenir dans n'importe quel ordre ces éléments-là. Donc, mais ici, c'est que ce qu'on a rajouté, c'est qu'en plus de sous-éléments, val 1 et val 2, qui sont vraiment des balises, il peut aussi mélanger des chaînes de caractères. Contenu libre maintenant, bon, ça existe. Ça veut dire que c'est open. C'est comme le, bon, je vais dire, si vous voulez, je vais dire que le mix là, est un composant tel que c'est défini ici, en tout cas, est un composant. C'est vraiment un sous-élément de, si vous voulez, entre guillemets. C'est une sous-partie de l'élément any ici. Parce que any ici, comme je vous ai dit, comme je disais, any, cela veut dire que votre élément là, que vous êtes en train de définir, peut contenir tout. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a aucune règle qui va s'appliquer. Vous mettez n'importe quelle chose à l'intérieur de libre, des sous-éléments qui n'ont pas, voilà, des sous-éléments, des chaînes, tout ce que vous voulez, libre va les accepter. Donc, c'est le type any. Maintenant, un élément de type empty, c'est un élément vide.
C'est un élément vide. Vide, bon, c'est comme ça qu'on l'écrit en XML. Alors, par exemple, dans une instance, par exemple, là, si je dis qu'il y a téléphone, ici, dans la DTD extérieure, et je déclare l'élément téléphone. Je mets point d'exclamation, voilà, element, et je dis, cet élément-là, téléphone, est empty. Voilà, il est empty. Quand je dis que l'élément est empty, cela veut dire, bon, je vais le mettre optionnel pour ne pas être obligé à mettre téléphone sur tous les étudiants dans l'instance qui va venir. Ça veut dire que cet élément, il est vide. Donc, par conséquent, dans une instance de ce document, quand je dois mettre un téléphone pour un étudiant, c'est ça. Voilà, je mets ici téléphone. Voilà. Vous voyez comment il l'écrit. Ça, c'est un élément qui est vide. C'est inférieur, le nom de l'élément. Ensuite, le slash. C'est surtout ce slash-là. Slash, ensuite supérieur. Elle ne contient aucune information telle que c'est écrit ici. Il y a même d'autres écritures hein, qui sont des fois acceptées, comme par exemple celle-là. Voici Oxygène va l'accepter ici. Mais je prends un autre étudiant. Voilà, voici un étudiant. Je lui ajoute téléphone, mais cette fois-ci, je fais comme ça. Voilà, ça aussi c'est vide. Mais celui qui est le plus accepté, mais vraiment celui le plus accepté, pour un élément vide, on l'écrit comme ça. En général, pour les éléments vides, on les met pas pour les mettre comme ça, mais bon, on les met en ajoutant quand même, je ne sais pas moi, un attribut. Sinon, ça n'a pas trop de sens de laisser l'élément vide comme ça. Par exemple, je dis, je déclare un attribut numéro à l'intérieur de l'élément personne de type dièse, de type CDT. En ce moment-là, par exemple, dans l'instance ici, le téléphone là, voilà, je vais dire le numéro de téléphone de cet étudiant est égal à, voilà, et je donne un numéro. Attention, c'est ça, non? Oui. Voilà, et je donne un numéro. Voilà. Pourquoi il génère une erreur? On enregistre. Oui, il a généré une erreur. Alors, num, voilà. Merci beaucoup. J'avais écrit num et non pas numéro. Voilà. C'est correct. Voilà. Par contre, là, si vous mettez ça, c'est pas bon. Vous ne pouvez plus l'écrire parce que l'élément est vide. Donc, si vous ne mettez rien, ça marche, mais dès que vous commencez à instancier, non, ce n'est plus bon. Donc, parce que l'élément contient un... Non, ici, c'est ça. Il faut peut-être faire ici comme... Voilà, c'est là qu'il faut mettre num. Voilà, égal. Je mets une valeur, voilà. Et c'est correct. L'essentiel est qu'il faut rien mettre ici. Sinon, ce n'est plus bon. Ce n'est pas un élément vide. Mais cette forme d'écriture-là, si vous voulez, elle est bannie. Elle n'est pas vraiment bonne. Pour un élément vide, il faut adopter celle-là. Donc, j'enlève cette écriture-là. Donc, pour un élément vide, il faut adopter cette écriture. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est un élément vide. Alors, donc, l'élément empty. Donc, attribut pour un élément, bon, ça, on a déjà vu, hein, c'est juste un rappel. Donc, définition de la liste des attributs pour une balise. Par exemple, ici, on a mis atList, le nom de l'élément, le nom de l'attribut, le premier attribut de l'élément, son type recurrent. Le deuxième attribut, son type recurrent. C'est ce que je disais. Il ne faut pas faire atList enseignant, le nom de l'attribut, type recurrent fermé. Ensuite, reprendre atList enseignant, prénom, CD, etc. Non, 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 non. Vous mettez une seule fois atList enseignant et ensuite vous déclarez successivement l'ensemble des attributs de cet élément. Oui? Si je comprends bien, lorsque vous dites contenu libre. Contenu libre, oui. Contenu libre, ça veut dire que dans ce cas, vous faites allusion au typage, quoi. Non seulement au typage. Vous faites au typage. Lorsqu'il s'agit de l'élément vide, c'est-à-dire la valeur qu'il peut contenir. Si c'est l'élément vide, ouais. Si c'est l'élément vide, cela veut dire que l'élément ne peut pas contenir quelque chose en son sein.
à son sein. C'est-à-dire, voyez. Voilà, c'est-à-dire entre la balise de début et la balise de fin correspondante, vous ne pouvez rien mettre. Mais j'ai dit de préférence, il ne faut même pas adopter cette forme d'écriture, balise de début et balise de fin pour un élément vide. Non, adoptez cette écriture-là, c'est mieux pour un élément vide. OK. Voilà. Parce que vous avez le choix de faire comme j'ai dit tantôt, c'est-à-dire un élément téléphone, comme ça, mais en ce moment-là, vous ne mettez rien à l'intérieur ici, quoi. En ce moment, l'élément serait vide. C'est accepté. Voilà, par les parseurs. Mais rigoureusement, il ne faut pas faire ça, mais adopter celle-là. Par contre, si on dit any, cela veut dire qu'entre la balise de début et la balise de fin correspondante de l'élément, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Il n'y a pas de contrôle. Ah, OK. Voilà, c'est ça la différence. OK, merci beaucoup. OK. Donc ça, c'était les éléments et les attributs. Alors, bon, ça, on en a parlé. Bon, on a déjà anticipé sur ça. C'est les liens hypersect IDREF et ID. Par exemple, ici, c'est un exemple. Vous avez un élément section, voilà, qui est une chaîne de caractères mixtes. Je dis une chaîne de caractères, qui est un élément mixte, excusez-moi. Voilà, qui peut être constitué de chaînes de caractères ou de sous-éléments XREF. Un attribut target pour l'élément section de type ID. Un élément XREF qui est empty. Et un attribut ref pour l'élément XREF de type IDREF dièse récurrent. Dans cette description, vous avez un élément de type IDREF et un seul élément de type ID. Cela veut dire que toutes les valeurs de ref vont dépendre des valeurs de target. Donc, vous ne pouvez pas attribuer à ref une valeur, je dis valeur, qui n'existerait pas qui n'existerait pas à l'intérieur d'un target parmi l'ensemble des targets déjà instanciés. Cela veut dire que si j'instancie un élément section ou deux éléments section avec des valeurs de target égale à 1 pour le premier et target égale à 2 pour le deuxième élément section, alors si je dois instancier un ref à l'intérieur d'un élément xref, alors ce ref-là aura forcément pour valeur soit 1, soit 2. Parce que les valeurs de ref vont dépendre des valeurs des attributs de type ID. Or, ici, je n'ai qu'un seul attribut de type ID qui s'appelle target. Donc, les valeurs de ref vont dépendre des valeurs de l'attribut target. Par exemple, c'est la raison pour laquelle, dans cette instance, vous avez ici target, je devrais dire, voilà, égal à cible. Donc, par conséquent, si vous voyez un ref ne peut pas avoir une autre valeur que la valeur cible. Parce que ces valeurs font référence aux valeurs de l'attribut de type ID. J'en ai qu'un ici, je n'ai pas de problème, je ferme les yeux, je sais que le parseur fera son travail. Il ne laissera jamais ou il n'admettra jamais qu'on puisse mettre dans ref des valeurs qui n'existent pas dans target. On se comprend? Très bien. Maintenant, si on a très bien compris ça, observez bien ça. On l'observe. Bon, on va se donner 5 minutes, mais juste 5 minutes. Et vous me proposez une solution d'instance. Juste 5 minutes et vous me proposez une solution.